Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, on a eu droit aux 2 premiers matchs de chaque série de playoffs, donc on va débriefer ça avec vous et on va commencer aujourd'hui par la conférence Est. Et oui, changement de décor aussi au passage. Si vous Provisoire, avez c'est remarqué. provisoire. Oui, c'est pour les quelques prochaines vidéos. Oui, on a eu les deux matchs à l'Est. Le dernier a eu lieu hier dans la nuit, là, entre les Pistons et le Magic. Donc je te propose de commencer directement par ce... Ouais, on va commencer par cette série directement. cette série. Je veux dire, Je veux dire, ça s'est pas shooté. On s'y attendait, mais là c'est terrible. mais des deux côtés en plus, c'est ça qui est fou. C'est que là, on a construit 3-4 hôpitaux sur 2 matchs. Non, c'est un concours de briques, c'est incroyable. Ouais, Et ouais, pour revenir peut-être à notre pronostic, on avait annoncé une victoire quand même écrasante des Pistons sur un peu tout le long de cette série, que ça irait pas loin de 4 matchs ou 5 matchs. Et bien, premier match, on a eu une surprise. ouais, dès le premier match, on a le Magic qui récupère l'avantage du terrain en soi. Ouais. Parce que ils battent les Pistons 112-101. Un début de match de Jalen Suggs où il rentre 2-3 points d'affilée, je crois. Et on se dit, peut-être qu'ils ont appris à shooter en genre une off-season. Non, même pas, en l'espace une d'un semaine. play-in. Et en fait, non, du coup, ils n'ont pas appris à shooter. Parce que le Game 2, alors, il commence, la première mi-temps, c'est super serré, il y a égalité à la mi-temps. Sauf que, troisième quart-temps, les Pistons font un run de 30-3. Ouais, non, le run, ce run-là. 30-3. Je sais pas si on s'en rend compte, ils ont outscore le Magic 38-16 dans le troisième quart-temps. C'est fou ce qu'ils ont fait. Kate Cunningham qui en fait n'a pas de soucis pour son retour, il fait des stats de ouf, il est trop fort Ouais, physiquement. là, il est en 27 points, 11 passes D sur ce match-là, sur le deuxième match. Donc on peut dire qu'il est en très bonne forme. Mais on a eu une équipe des Pistons qui a du mal un petit peu à se trouver, du mal à développer son jeu. On n'attendait peut-être pas le Magic aussi intense, parce que faut leur donner quand même les honneurs qu'ils méritent. Ils ont été hyper intenses. Et ouais, tu vois vraiment, surtout sur le match 1 et le début du match 2 aussi, quand même, l'entame. Tu vois que c'est une équipe là, elle a marché sur ces 2 matchs full confiance. C'est-à-dire zéro hésitation. Ils sont rentrés dans la bataille à 100%, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Mais de toute façon, on en reparlera, je pense, pour certaines autres séries aussi. Mais ça se voit quand même que pour des équipes comme le Magic, qui arrivent à bousculer, voire à gagner des matchs contre le favori qu'ils affrontent, on sent quand même qu'ils doivent aller le chercher. Genre. Ouais, Que- c'est physique, Que ils vont à d'un la côté, hargne. quand ils gagnent ou qu'ils font chier l'adversaire, c'est que leur adversaire, le favori, est dans un mauvais jour et a du mal à développer son jeu. Et de l'autre côté, en plus, le Magic est vraiment au top de sa forme. Genre, il doit aller puiser ses réserves, mais à fond. Genre, vraiment, il lâche rien. L'intensité défensive, franchement, pour ce Magic, je trouve que ça a été cool à voir. Genre, ils ont été physiques, très physiques. Ouais, moi, Jalen Duren, il fait un mauvais début de série. Ouais, on en a parlé beaucoup dans notre preview. Pour moi, ça devait être le facteur majeur de supériorité pour ces Pistons. Ouais, là, il galère sur les deux premiers matchs. Mhm. Il a à peine 10 points de moyenne, je crois, sur les deux matchs. Ouais, notamment la pression défensive dont on parle, ouais, c'est ça. Ouais. On va le chercher très haut, on l'empêche de se placer au poste et quand il a la balle en main, on gêne tous ses dribbles. Et Jalen Duren, c'est pas non plus un mec qui tient très très bien le ballon. Donc c'est sûr que ça complique sa tâche à lui. Et encore une fois, ils sont très physiques en défense contre lui. Oui, on s'y attendait à ce que ça shoote mal dans cette série. Et on s'attendait à ce que ce soit une série très 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 physique. En soi, on l'a eu, mais au physique, cette équipe des Pistons va les fumer en fait. Parce que C'est ça, en je plus pense d'avoir que- du physique, ils ont aussi un peu de shoot. Il y a Duncan Et de banc. Robinson, il y a Tobias Harris qui est capable de shooter. En fait, moi, le seul truc, c'est qu'on s'attendait à ce qu'ils surdominent dans la raquette. Ouais. Parce que Wendell Carter Jr., s'il vous plaît, quoi. C'est Mais en surtout, en fait, c'est vraiment non. surtout Jalen Duren. Ouais, non. Jalen Duren et Isaiah Stewart n'y arrivent pas. Mais je pense que, comme on l'a dit,
Cette équipe du Magic doit déployer des forces qui sont vraiment hors de ses habitudes pour réussir à faire chier les Pistons et à espérer gagner un match. Là où tu sens que les Pistons, c'est l'inverse, ils ont vraiment du mal à jouer. Donc, juste quand la balance va s'équilibrer un peu, enfin, tu vas voir tout simplement au fur et à mesure de la série que le Magic n'a pas le banc et n'a pas le physique nécessaire pour tenir cette intensité qu'ils sont en train de déployer. Et pour moi, ça ne change pas mon pronostic. Pour moi, les Pistons doivent continuer sur la série qui a commencé avec le match d'hier soir et ils doivent gagner les autres matchs. Oui, après, il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les Pistons ont eu une semaine sans jouer. Et le Magic avait déjà eu 2 matchs dans la semaine. En soi, le rythme aussi fait qu'ils ont pu prendre le Game 1. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Hein. Mais moi, je pense tout de même que le pronostic de base qui est 4-1 ou 4-0, je sais plus, il y avait un des deux. Je crois que tu avais dit 4-0, j'avais dit 4-1. Mhm. Je pense tout de même que là, à domicile, le Magic prend au moins un des deux matchs. Mais Ah qu'après, ouais il y aura 4-2. Ouais, il y aura 4-2 pour moi. Ouais. Toi, tu changes ton prono ou pas? Moi, je vais rester sur 4-1, je pense. Hein. Je pense que Ah, tu penses là, ils font un 4 d'affilée, les Pistons? ils en sont capables. Hein. Moi, je pense qu'à domicile, quand même, le premier match à domicile, là, le Game 3, je pense vraiment que le Magic peut aller le chercher parce que il y aura le public. Mais tu te rends compte, si là le Magic il gagne le Game 3, ça veut dire que le Game 4, qui est aussi à la maison, avec une chance d'être aussi près de la victoire, ils vont pas le chercher. Ben, c'est possible parce qu'en soi, à part la deuxième mi-temps du Game 2, cette équipe des Pistons ne rassure pas là. Non, c'est vrai qu'elle rassure pas par contre. T'as Cade qui est très bon, mais derrière ça a du mal à suivre, hein. Franchement. Du coup, moi je vois que le Magic gagne. Les Pistons pardon, vont gagner 4-2 cette série et toi tu vois 4-1 quand même et là les Pistons vont 4-1 dérouler. ou 4-2, c'est vrai qu'un 4-2 c'est complètement possible. Mais en fait, un 4-2. En fait, s'il y a 4-2, il y a moyen que le Magic le prenne. Genre vraiment, quand le match d'hier a commencé, après le Game 1 en plus, qui a été celui qu'on a vu, quoi, j'ai eu peur franchement pour cette équipe de Détroit. Je me suis dit vraiment, là, il y a un monde où juste ils n'arrivent pas à se réveiller, ils se font trop bousculer physiquement pour le Magic. Et en fait, si le Magic enchaîne 2 victoires, ça peut être vraiment très compliqué pour les Pistons. Mais en fait, je pense que ça se joue quand même sur les bucket getters finalement. Mhm. Parce que déjà physiquement, comme je l'ai dit, je pense que le Magic va pas tenir sur la longueur autant que les Pistons peuvent. Parce que comme Plus que encore une profondeur fois, de banc, hein, ouais. et encore une fois, comme je l'ai dit, le Magic déploie des forces énormes qui ne sont pas à son habitude, alors qu'à l'inverse, les Pistons sont à 60%, genre. À leur. Enfin, comment dire. C'est pas volontaire, bien sûr, de pas se la donner, mais ils sont qu'à 60% de leur force. Donc, déjà, il y a ça. Et ensuite, pour moi, les meilleurs joueurs de la série, c'est toujours les Pistons qui les ont. Hein. Pour moi, je vois toujours peut-être un Cade, Banchero, Jalen Duren s'il se réveille. Je vais dire 4-1. Moi je dis 4-2. On peut passer à la série suivante, les Cavs face aux Raptors. Les Cavs qui mènent 2-0. Alors, c'est une série un peu bizarre parce que les résultats sont plus ou moins serrés. En fait, en fait, gros, c'est une série qui est très très cool à voir en tout cas, parce que les matchs sont. Ouais, il y a une bonne intensité et. Enfin, il n'y a pas de blowout, c'est. en fait, c'est serré jusqu'au bout et sur la fin du match, les Raptors, genre juste, les Cavs, ils disent bon, on ferme la boutique C'est ça, en et fait. on va vous tuer. Donovan Mitchell et James Harden font des séries de malades mentaux là sur Mais les 2 premiers matchs. James Ils sont Harden très en très playoff, forts. c'est trop fort. Donovan Mitchell, c'est toujours trop fort. Et le problème là de cette équipe des Raptors, ils n'ont pas de joueur clutch. Ils n'ont pas de joueur où dans les moments où c'est c'est ça. un peu dur, il peut aller mettre le panier qui te fait du bien ou C'est quoi. ça, c'est exactement ce qu'on disait pendant le Game 1, quand on a vu que on avait un Brandon Ingram qui est normalement le bucket getter de ces Raptors, qui est avec Scotty Barnes, mais ils sont sur des registres différents. Pour moi,
le mec à qui tu donnes la balle pour la position de la win, c'est peut-être plus un Brandon Ingram. Après, ça se débat. Mais en tout cas, Après le game 2 de Brandon Ingram. Ouais, c'est dans le game 2 où Brandon Ingram il se chie complètement. Ouais, il est horrible. Ah ouais, il a 3 sur 15 au shoot dans le game 2, quoi, Brandon Ingram. voilà, c'est ça. 3 sur 15 au shoot, tu te rends compte, c'est censé être vraiment le Après- mec qui est là, quoi, qui est présent, genre. Après, Brandon Ingram, désolé, mais est-ce qu'il a vraiment connu les playoffs, ce type? Non. 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 Pardon, il en avait une en 2023-2024 avec les Pels. Ouais, je Mais, me disais, oui, mais s'il c'est était quand qualifié par le play-in. Mais ils prennent 4-0 sec par. Par les Warriors, non Par, Non, pas du tout. non, Pas de le Nuggets. Thunder. Le Thunder, c'est la saison où Non, derrière mais- le Thunder il se fait éliminer par les Mavs. Mais, Mais, déjà là, il était qu'à 14 points de moyenne. Ouais, mais c'est plus le même joueur depuis le rôle qu'il avait aux Pels et le Oui, rôle aux le rôle Raptors. qu'il a Je aux pense qu'il est Raptors. quand même un peu différent. Je pense que c'était quand même un joueur important, mais là, c'est censé être l'un des piliers de ton équipe, genre. Et après, t'as des mecs pour qui c'est leur premier playoff comme VJ Edgecombe qui te claquent des volies. Oui, mais après ça c'est mentalement. Parce que Ouais. déjà dans les playoffs, bon après c'était face au Thunder, c'est différent, mais dans les playoffs 2024, là, il est chuté, il est passé de 21 points de moyenne à 14. Tu perds 7 points de moyenne par match. Alors ok, c'est le Thunder en face. Mais quand tu es censé être le mec qui score de ton équipe, Ouais, le genre de mec qui a fin t'es de match. normalement être le bucket getter, quoi. C'est ça de ton qui est équipe. là pour close le truc, Ouais. pour te sauver. Mais non, c'est pas. En tout cas, il a pas du tout rempli. Il a pas matché les attentes qu'on avait. Non, mais même le Game 1, il est très médiocre. Il est à 17 points. Enfin, c'est bien 17 points pour un joueur en sortie de. Pour un sixième homme en playoff. Ou pour un lieutenant. Mais enfin, Brandon Ingram, c'est censé être. C'est censé être le mec qui va te Pour moi, scorer t'as en vraiment numéro genre un. le T'as Scotty t'as le Barnes trio, et derrière Scotty Barnes, t'as Brandon Ingram. Brandon Ingram, R.J. Barrett. R.J. Pour moi, Barrett. c'est tes piliers. Normalement, ils doivent être les 3 à 20 points plus. Bah, de Regardez. toute façon, tu ne peux pas gagner si ces trois joueurs-là ne sont pas au moins à 20 points chacun. Regardez les Cavs. Il y a Impossible. Mitchell à 32, Max Strus à 24 et C'est James ça, en Harden fait, à c'est 22. ça aussi la capacité Ou des bien Cavs. t'en as 2 à 30 ou plus. tu Et la vois. capacité des Cavs, c'est pouvoir avoir un Max Strus qui te sort 24 points. Ou sinon, t'as 2 joueurs qui sont à quasi 30 points. 24 points, c'est quasiment le nombre de points combinés de Brandon Ingram sur les deux matchs. C'est le nombre de points combinés de Brandon Ingram sur les 2 matchs. Game 2, Donovan Mitchell 30, James Harden 28, et là c'est Evan Mobley 25. Il y a toujours 3 joueurs à 20 points plus. C'est exactement ça. Tu ne peux pas espérer, si Brandon Ingram, qui est censé être ton option numéro 2 ou numéro 3, dépend ensuite- de l'adversaire, dépend du Ouais. soir, tu ne peux pas espérer faire quelque chose quand ce type-là ne sait pas scorer. N'arrive pas, ne sait pas, il sait le faire, mais il n'y arrive pas. Il y a le problème Brandon Ingram, et je trouve qu'il y a aussi le problème du coaching. Pour moi, tu laisses pas un mec sur le terrain, dans le clutch. Enfin, il a mis 7 points. Dans le game 2, il a joué 37 minutes. Genre, tu ne laisses pas dans le clutch. Alors qu'en plus, le match était serré. Hein. Enfin, le match, il y avait vraiment un truc qui se joue. Les Cavs gagnent de 10 points. Et les 10 points, il y a toujours 2, 3, 4 points qui passent dans les dernières secondes avec les lancers et tout. Enfin, dans les dernières minutes, les 3 dernières minutes, c'était vraiment serré. Et les Raptors avaient vraiment une chance de passer. Scotty Barnes, sur ce match-là, est incroyable. Il va, mais non-stop, il agresse la raquette des Cavs. Et sur cette série, moi, je dis vraiment bravo à Scotty Barnes qui tient cette équipe. Et R.J. Barrett aussi, qui est plus discret, mais qui est très efficace. Mais tu laisses pas sur le terrain un Brandon Ingram qui n'est pas non plus le défenseur incroyable de ton équipe, genre. Ouais. Enfin, en plus, il défend même pas sur un poste si. Il Enfin, défend il pas défend sur les sur lignes qui extérieures, il défend sur Il l'aile, défend, il défend il défend Max pas. Strus. Il défend pas Mobley. Il défend Max Strus. Mobley, c'est Scotty Barnes. Mobley, c'est Scotty Barnes. Et il défend pas Jarrett Allen en 5. Et il défend ni Harden ni Donovan Mitchell. Donc tu peux complètement te passer de lui. Et tu le laisses pas être là et continuer à prendre des shoots dans le clutch.
Alors qu'il est à 7 points sur tout le match, même moins. À genre 4 minutes de la fin, il y avait plus 9 Cavs et Donovan Mitchell il a décidé d'aller faire un run solo à mettre 7 points à lui seul, hein, sur 3 positions d'affilée. Et après, t'as et James. après, Non, et James. après c'était fini parce que en fait les Cavs en fait gèrent trop bien. Ils gèrent bien leur clutch et ils sont bien coachés, ils gèrent bien les sorties. Genre, ils arrivent toujours à aligner un 5 très, 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 très complémentaire avec parfois un Dennis Schroeder qui. Enfin, je trouve que c'est vraiment le meilleur Dennis Schroeder qu'on ait vu en NBA. Quasi sans aucun doute. Genre là, le rôle qu'il a aux Cavs est super et lui convient trop, trop bien. C'est un meneur en sortie de banc qui vient apporter du playmaking et du scoring. Moi, je suis très très satisfait de Schroeder sur ses playoffs. Et en fait, ouais, non, c'est ça, c'est trop deep. C'est trop deep. Ouais. Les Raptors prennent pas, à mon goût, assez de risques pour trouver des solutions. Comment dire? J'ai envie de dire créatives, mais genre, ouais, Mais trouver des solutions, quoi. ils s'adaptent pas assez. T'as l'impression qu'ils ont un plan de jeu et c'est lui il doit sortir à ce moment-là, du coup il va sortir. C'est ça. C'est beaucoup ce qu'on reprochait à Jason Kidd au début quand il est arrivé aux Mavs et sur la série Et sur le run de 2024 là quand ils vont en finale. j'ai envie de dire à Tom Thibodeau aussi aux Knicks Ouais. quand ils galèrent en playoff. Mais sur la série quand ils vont en finale là, en 2024, il n'hésitait pas à faire entrer des Jaden Hardy, des joueurs, tu sais pas pourquoi ils sont là, c'est les finales de conférence. Mais en fait, il a grave raison parce qu'il apporte de l'impact, il prend des risques en fait. Mhm. Tu prends des risques parce que c'est notamment grâce à ces risques-là, tu sais, c'est un pari. C'est un pari, il peut être gagnant comme perdant. Mais si tu prends pas de pari, tu peux pas savoir. C'est ça, et surtout si tu prends pas de pari et que tu restes dans, on va dire, la zone de sécurité, mais que cette zone de sécurité depuis 40 minutes elle marche pas, tu t'étonnes pas si tu perds. Genre. Moi, je pars sur un 4-1 quand même, Cavs. Tu penses qu'ils vont en chercher Je un reste quand sur le même à 4-1. Toronto? Ouais, à la domicile, ils vont Ouais, en chercher un. Mais bah complètement plus possible. Hein. Moi, bah, déjà, en vrai, si par miracle on a un Brandon Ingram qui se réveille, qui nous met 25, 30 points parce qu'il en est capable, c'est ça le pire. Et que Scottie Barnes c'est très bon, etc. Ils peuvent en prendre un à Toronto, je suis d'accord. Mais cette équipe des Cavs est très costaud en playoff et va leur marcher dessus. Ouais, 4-1 pour moi. Ouais. Pareil. Non, je vais dire 4-0. Ah waouh. Ouais. Ah, le bon sweep des familles. Non, vas-y 4-1. Parce qu'en plus, il y a des matchs comme ça où pendant tout le match, les deux équipes sont au coude à coude. Et à la fin, simplement, les Cavs gèrent mieux leur fin que les Raptors. Mais en soi, la balance aurait pu tomber de l'autre côté. Notamment le Game 2 qui se finit vraiment serré, mais il n'y a pas assez d'aide pour Scottie Barnes. Donc en vrai, c'est possible qu'ils en gagnent. Donc je vais dire 4-1. On enchaîne avec une autre série, les Celtics face aux Sixers. Que dire? Game 1, Ouais. blowout, Game 2, blowout, mais pas dans le même sens. Bah pas blowout hein, Game 2, hein. Juste net avantage, enfin avantage des Sixers. Non mais Game 1, ils leur ont mis 35 points les Celtics. Oui, 32. Genre là ils leur en mettent 14, c'est pas la même non plus. Oui, non Mais- à aucun moment sur le Game 2, on s'est dit les Celtics vont le prendre ce match. C'était terrible. Oh, Ouais, juste on parlait de pas savoir shooter pour la série Pistons Magic. Là, les Celtics sur le Game 2, waouh. Ouais, bah on a vu ça aussi pendant la saison régulière. Hein. Joe Mazzulla, de toute façon, il nous l'a dit en interview. Son équipe, elle a un ADN et il leur dira jamais d'arrêter de shooter. Donc sur ça, on a notre réponse. On peut avoir l'avis qu'on veut sur ce coaching-là. Mais le fait est qu'ils ont eu peut-être 2-3 matchs cette saison vraiment horribles au shooting comme ça. Et de l'autre côté, tu as une équipe des Sixers qui est au contraire très 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 en forme. Tu as un VJ qui bat des records de précocité en playoff. Tyrese Maxey qui fait un match de Tyrese malade Maxey mental. qui est vraiment le franchise player qu'il pense être. Et voilà, et tu as les Celtics qui En fait, jouent pas mal, mais qui ont des gros problèmes d'adresse. le problème de ce game-là, c'est que il arrive à domicile. Tu vois, Ouais, complètement. il y a Je suis d'accord toujours, avec
depuis que Joe Mazzulla est là, il y a toujours un match en playoff où ces Sixers, ces Celtics, ils n'arrivent pas à shooter. Le problème, c'est que là, c'est le Game 2 à domicile, quoi. Ouais. Et là, tu repars pour 2 matchs à Philadelphie. Et on sait que les supporters des Sixers, en vrai, ils sont présents et que c'est jamais facile d'aller jouer là-bas. Ouais, c'est une arène quand même costaud. Donc, en vrai, là, tu peux bêtement te retrouver à 2-1 pour les Sixers. Et là, le Game 4, faudra faire attention. C'est vrai. Et puis, sortant d'une victoire aussi, Dominante, en aussi vrai. dominante, Ils ont ouais, à dominé sur le plus de match. 30 points, les Celtics, pour le Game 1. Ouais. Ce Game 2, fallait l'attaquer avec aucune pitié, genre. Et non, peut-être un aveu d'orgueil un peu, je pense, de la part de ces Celtics. Après, je pense quand même que le Game 1, là, à Philly, les Celtics vont arriver motivés par cette défaite plus que effrayés, quoi. Oui, non, ils sont professionnels, ils ont connu des séries de playoffs, ils ont connu le titre et Ils tout, ont donc gagné, ouais. ils ont l'expérience et tout, ça c'est sûr. Maintenant, on sait que les Sixers, ils vont pas leur rendre la tâche facile, hein. Non, c'est Et clair. loin de là. Donc, moi je reste à voir, hein. J'aimerais quand même qu'on ait un match serré dans cette série. Mhm. Parce que ça peut être très intéressant dans le clutch de voir Tyrese Maxey et Tatum et Brown et tous ces petits joueurs Edgecombe, se ouais, rendent coup pour coup. complètement. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas là si le Game 3, les Sixers le prennent. Bah, pour le coup, je pense que là, Game 1 à Philly, les Celtics vont avoir l'avantage, vont y aller à fond, genre. Et que les Sixers vont être présents, mais pas si menaçants que ça. Et que le Game 4, par contre, ça va être hyper serré. Ça va pouvoir basculer d'un côté comme de l'autre. Tu donnes quoi comme ton prono après ces 2 matchs? 4-2. Mais 4-2 dans quel sens? 4-2 Est-ce que Philly prend le match 3 ou le match 4? Parce qu'en fait, s'ils prennent le match 3, il n'y a aucune raison qu'ils ne prennent pas le match 4 après. Ils sont encore à la maison et tout. Mais s'ils prennent le match 4, c'est dur, hein. Match 5 à Boston, il y a 2-2. Je pense qu'ils prennent potentiellement le match 5. Ok, donc tu vois 3-1 Celtics quand ils retournent à Boston et ils perdent le match à Non, domicile. ils prennent le match 4. Mais tu vois, après ça fait 2-2. Ils vont à Boston, Boston gagne. Et ensuite, Boston finit à Philly. Ouais, pour toi c'est ça. Vas-y. Je vais dire 4-2, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un Game 7. Moi non plus. Parce que, en vrai, là, je me dis, peu importe ce qui se passe, il y a Philly qui prend un des 2 matchs à domicile. Et en fait, c'est sur des trucs comme ça. En fait, les playoffs, ça se résume à des bucket getters. Et quand tu as un Tyrese Maxey en face qui Et peut. même VJ Shroom, hein, Et attention. VJ Edgecombe. Et même. Tu sais que même Paul George, hein, Paul George, on n'en a pas parlé la là dans la manière vidéo, dont mais Paul dont George, il est là, efficace dans cette série, c'est très fort. Et ouais, du coup, juste avec un Tyrese Maxey dans un match serré, le mec peut. Tu peux pas prévoir la performance d'un joueur comme ça. Genre, il peut exploser n'importe quand. donc 4-2 pour nous deux, Ouais, et 4-2 potentiellement Boston un quand Game même. 7, mais dans tous les cas, pour moi, Boston va passer. Ouais. Ouais, je pense que je mets quand même l'accent sur comment dire, l'expérience et la profondeur de banc aussi quand même, parce qu'il y a ça. VJ Edgecombe, il fait une performance légendaire et historique au Game 2. Après, on a vu quelques inconstances aussi pendant la saison. Encore, c'est qu'un rookie. Je pense que là, Joe Mazzulla, il a dû leur mettre une branlée à ces Celtics au vestiaire, se faire prendre Ah, il a 30 dit- points et quelques par un rookie, c'est chaud. Donc en même temps, tu vois, je dis 4-2, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un 4-1, hein. Ah ouais, en Qu'en- fait, il qu'en peut se mode genre passer. ils prennent ça personnellement et que juste ils enchaînent ça, genre. Ouais. Parce Et qu'il y a puis, aussi le truc de la profondeur, gros. Je te jure que là sur... attends, je me demande... Peyton Pritchard, je crois qu'il a vraiment pas été très efficace. Je pense que Boston gagne 4-1 ou 4-2.
Moi, je dis 4-2 ou 4-3. On passe à la dernière série de cette vidéo. Et ensuite, dans l'autre vidéo, on s'attaquera à l'Ouest. Et on va parler de cette série entre les Knicks et les Hawks. Petit rappel aux supporters des Knicks. Trae Young n'est plus aux Hawks. Les gars, laissez-le tranquille. Il est à Washington. Il est même pas en playoff. Il a fini dernier de sa conférence. Les gars, laissez-le tranquille. Le mec, il se fait enchaîner sur les réseaux tous les soirs, là. Mais en tout cas, cette série-là, c'est peut-être une de mes séries préférées de ce début de playoff. C'est très physique. Très physique. On s'y attendait. Dur. On s'y attendait avec ça ces Hawks. Dur. Hein. Ah ouais, c'est trop bien à voir. Les arbitres qui ont pas mal arbitré cette série, j'ai l'impression, hein, contrairement à d'autres dont on va parler. Celle-là, ça laisse quand même jouer physiquement, ça laisse mettre un peu les mains en défense et tout. Franchement, j'aime bien. Et on va être obligé de parler de ce Game 2 de la part d'Atlanta. Ah oui, non, waouh. Cette fin de Game 2 de la part d'Atlanta, nickel Alexander Walker, là, le steal sur Jalen Brunson et la passe à Jalen Johnson, je crois. Mais les voisins ont failli appeler les flics tellement je faisais que crier. Genre, c'était... Enfin, New York a son nouveau Némésis et ils ont besoin... En fait, je pense que cette fanbase de New York, cette équipe de New York a besoin d'avoir un mec à Atlanta à détester. Ah ouais, c'est obligé. Ils sont en transition encore, ils détestent encore Trae Young, mais ils sont en transition sur CJ McCollum. CJ McCollum, ce qu'il leur a fait, il a mélangé Jalen Brunson en défense dans ce quatrième quart-temps. Le cross qu'il lui met, il lui met un cross. Jalen Brunson revient, il le recross, il refinit layup hyper haut sur le plexi. Non, c'est très fort. C'est fort comme on dit. Hein. Le step back qu'il met à mi-distance à 0 degré là, dans le quatrième. Ah ouais, non mais... Cette équipe des Hawks, on l'avait dit, leur fin de saison était exceptionnelle depuis le All-Star Break. Et ça continue en playoff. Parce que même le Game 1, ils le perdent, mais ils sont présents. Ouais. Ils lâchent rien et ils se font avoir notamment du coup par ce fameux truc de bucket getter. Parce qu'ils perdent de genre 11 points, un truc comme ça. Parce que t'as des mecs en face qui sont aussi un peu inarrêtables. Oui, ça c'est clair, mais... Jalen Brunson, quand il est lancé, ouais, c'est dur. Mais derrière, t'as pas grand monde d'autre qui suit, tu vois, à New York. T'as Jalen Brunson qui fait ses stats, mais Karl Anthony Towns, je trouve qu'il fait un début de série pas folichon non plus. Pas fou. Il a montré parfois des bonnes choses, où il a corrigé un truc qu'il a récemment, je trouve, c'est le fait de pas assez mettre d'intensité à l'intérieur. Je trouve que même si dans le game 2, tu le sens qu'il est retombé dans ses travers. Tu sens que sur le game... En fait, le problème, c'est que Karl Anthony Towns, mon frérot, t'es un grand gaillard, t'es le mec le plus grand du terrain avec Mitchell Robinson. Littéralement. Mitchell Robinson, pour l'instant, pour moi, ah oui, fait une meilleure série que Karl Anthony Towns. Je te serre la main. Parce que Mitchell Robinson fait tellement un boulot à l'intérieur, que ce soit rebond défensif ou rebond offensif. Oh là là. Mais Karl Anthony Towns, s'il te plaît, prends exemple. De malade. Et même offensivement, c'est une menace sur chaque possession de New York, parce que Atlanta doit faire attention à Jalen Brunson qui a la balle en main et qui peut à tout moment te lâcher un shoot. Et en même temps, tu as Mitchell Robinson à l'intérieur qui a l'avantage de taille. Et Jalen Brunson, le nombre de fois qu'il a servi Mitchell Robinson pour un alley-oop, ou même d'autres joueurs des Knicks qui ont servi Mitchell Robinson, il est très efficace. C'est une cible en l'air là, et ils peuvent le servir. En fait, même s'il ne score pas énormément et qu'il ne prend pas énormément de rebonds, après il ne joue pas non plus énormément, Mitchell Robinson. C'est un poids pour cette défense parce que ça joue extrêmement petit à Atlanta. Et du coup, ils ont toujours ce truc de très small. Mitchell Robinson. En fait, si tu rates ton shoot ou si l'adversaire rate son shoot, s'il est dans la raquette, le rebond il va être pour lui. On a vu des très longues minutes dans cette série où le plus grand joueur de cette équipe d'Atlanta, c'était Kuminga. Ouais. C'était Jonathan Kuminga. Sinon, c'est Okongwu. Mais ça reste petit. Et Okongwu, c'est pour moi, c'est un 4. Dans n'importe quelle autre équipe, c'est un 4. Ouais. Je crois que c'est le plus petit 5 de la ligue. C'est possible. Poste 5. Ah, le poste 5, poste 5 de la ligue, ouais. Mais je vais quand même lâcher un petit mot pour Jonathan Kuminga qui est très bon. Moi, j'aime bien ce qu'il fait. Il est très bon en défense. En attaque, il met de l'intensité. Il apporte du physique en pénétration. Ça, c'est très cool.
Et après, en fait, franchement, cette équipe d'Atlanta est vraiment pas mal équilibrée. Jalen Johnson qui est capable de mettre des 3, même d'attaquer, il nous a mis des N1 vraiment impressionnants. Et Nickel Alexander Walker qui est très très bon aussi. Ce qui me casse un peu la tête aussi, c'est Dyson Daniels, ce coup-là, sur cette série, parce qu'il est très. C'est très cool de l'avoir sur le terrain en défense. En Mais par attaque, c'est contre, un quand peu t'es plus en attaque, compliqué. Ouais. tu joues à 4 en fait. C'est un peu plus compliqué sur cette série des Daniel en attaque, mais en même temps, ils ont des gros défenseurs New York aussi. Hein. Ouais, mais je parle vraiment même juste en termes de jeu et de ce qu'il sait faire, ce qu'il a l'habitude de faire. New York lui laisse 4 mètres quand il est à 3 points. Ouais, Il y a ouais. des positions, on l'a vu, il est là à l'aile avec la balle, il attend que quelqu'un coupe ou que quelqu'un vienne pour faire un main à main. Il n'y a personne devant lui, sur 2-3 mètres devant lui, il est à 3 et il le shoot pas. Après, c'est un jeu dangereux, hein, New York, auquel il joue, parce que si jamais ça commence à tomber, Mais on sait que c'est pas un joueur, on sait que c'est pas ce genre de joueur. oui, on sait que c'est pas son Son atout principal. atout principal, certes, mais le truc, c'est que moi, je trouve que c'est pas non plus très sain de défendre comme ça. Oui, non, bien sûr, ça je suis d'accord. Je suis Parce que partisan du fait de mettre maintenant, de il y a un l'intensité. autre truc, c'est qu'il faut que Dyson Daniels, on te laisse 4 mètres, tu sais que tu peux pas shooter, fonce dans la raquette. Ouf. Va prendre une faute, va faire ce que tu veux, mais fonce dans la raquette. Tu rentres, tu fais un flotteur, ça a déjà plus de chances de rentrer. Ouais, non, mais on n'est pas on n'est pas en street, on n'est pas à se dire ah il me laisse ouvert, je vais shooter. Fonce dans la raquette, ma gueule. Il y a un truc de mental, il y a un truc de savoir oser, pas hésiter à faire son taf et tout. Mais le truc, c'est que je peux pas non plus trop le blâmer parce qu'il est quand même très 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 efficace en défense. Ouais, et puis même en termes de rebond, en termes de playmaking, il est te plutôt prend- pas mal. Ouais, Ouais, mais il prend des rebonds quand même, c'est hein. juste un scoring, c'est terrible. C'est C'est terrible. Le plus-minus du game 2, il est à -15. ouais, donc en fait, c'est ça qui est chiant, c'est que vraiment, genre, Mais t'es très content de l'avoir sur le terrain pour te défendre, mais dès que tu passes en attaque, t'as un joueur, tu sais que New York va l'ignorer quasiment. là, on disait que les Raptors ne savaient pas s'adapter. Game 2. Game 1, il joue 36 minutes, Game 2, 26. Zack Schneider a vu que Dyson Daniels, ça passait pas, il le fait jouer beaucoup moins. Je sais même plus c'est qui le coach des Raptors, mais prends exemple, s'il te plaît. On va pas trop tarder à finir cette vidéo parce qu'on a assez déblatéré sur pas mal de trucs. Ouais. En tout cas, ça fait trop trop plaisir de voir ces matchs de playoff, hein. Ouais, je vais te demander à partir de ces 2 premiers matchs là, est-ce que Mon tu changes ton pronostic. prono ou pas? Pour moi, 4-2 Knicks ou Game 7. Et Game 7, je sais pas qui gagne. Non. Knicks in 6 ou Knicks in 7. Dans la preview de cette série, j'avais parlé du fait que les matchs allaient être serrés et que ça allait jouer au bucket getter. Ouais, on avait dit qu'en soi, Et que j'avais dit que les à Knicks cause pouvaient de gagner ça, 4-1, mais avec chaque fois un score serré. et à cause de ça, je me dis qu'en vrai, ça peut quand même finir sur un 4-1. Ouais, en vrai, non, mais t'as complètement raison, hein. Mais, C'était sans compter sur CJ McCollum, c'était aka sans Kobe. compter sur les supporters de New York. Ils sont tellement chiants que j'ai l'impression que c'est Hawks qui vont dire ah ouais non mais venez on va les tuer. Et en vrai de vrai sur cette deuxième partie de saison, je suis désolé mais depuis le All-Star Break c'est Hawks. Ils ont une super dynamique. Ils ont une super dynamique et je me dis qu'en vrai ils peuvent aller chercher cette série. Je me dis ce serait pas déconnant de les voir aller chercher cette série. Et je mettrais quand même. Ah putain. T'as vu, c'est chiant, hein. En fait j'ai envie de le voir ce Game 7. J'ai envie de voir un Game 7 entre les Hawks et les Knicks. Ah là là. Donc je dirais Hawks in 7. Ils vont finir au Madison Square Garden. Fou. Vas-y. Je dis Knicks in 7. Hawks in 7, putain. En fait, cette rêve, équipe, hein. elle me fait trop kiffer. Je te jure. Cette équipe, elle me fait trop kiffer. Et puis, je pense que Dyson Daniels, c'est un bon joueur. Il va se réveiller. Il va. En tout cas, il va
beaucoup à prendre durant ces playoffs. Hein, parce C'est que sûr, ça c'est C'est un certain. jeune joueur aussi. Il a déjà connu les playoffs avec les Pels, du coup, la même saison que Brandon Ingram notamment. Et c'est ses premières playoffs avec les Hawks. Mais je pense qu'il peut se réveiller, c'est un professionnel, il est bien entouré, tout ce que tu veux, l'équipe marche bien. Et puis même, vas-y, ça se trouve, c'est juste pas sa série, ça peut arriver. De Mais fou. en fait, défensivement, il est trop important. Donc, Hawks in 7, Knicks in 7. Et en tout cas, merci CJ McCollum, continue à nous faire kiffer comme ça. Sur ce, on vous dit à très très vite. À très vite pour la suite de ces playoffs NBA. Portez-vous bien. Ciao.